Farouk Mardam-Bey est directeur des éditions Sinbad depuis leur rachat par Actes Sud en 1995 et il dirige pour cette maison les traductions de littérature de langue arabe. Né à Damas, il vit en France depuis 1965 et a été directeur de la bibliothèque de l'Institut du monde arabe de 1989 à 1995. Il est fondateur avec Elias Sambar de la revue d'études palestiniennes en activité entre 1982 et 2008. Il est aussi l'auteur de nombreux essais sur la Syrie et sur le monde arabe. Vendredi 16 juin 2023, Farouk Mardam-Bey était présent à la librairie Ombre Blanche afin d'évoquer les 50 ans des éditions Sinbad lors d'une rencontre co-animée par Nadine Picodou et Samir Arabi. Bonne écoute. Bonsoir aux courageuses et aux courageux. Merci d'être là. On va quand même faire la rencontre normalement, bien sûr. Merci d'abord à la librairie Ombre Blanche de nous accueillir, toujours aussi chaleureusement. Nous avons donc, Samir et moi-même, le plaisir et l'honneur, c'est comme ça qu'on dit, de vous présenter ce soir Farouk Mardam-Bey, qui est, entre autres choses, je vais y revenir, mais qui est donc directeur des éditions Sinbad, qui fêtent leur cinquantenaire. En réalité, qui l'ont déjà fêté à Paris, à Lima, si je me souviens bien, à l'automne dernier. On y reviendra peut-être, par une exposition historique sur Sinbad, dont on en parlera. Voilà, alors quelques mots sur notre invité, qui nous fait le plaisir d'être là. Donc je ne vais pas dérouler tout son CV, il est trop long et il est sur le site. Je rappelle quand même qu'il est né à Damas, mais qu'il vit en France depuis le milieu des années 60 au moins, qu'il a beaucoup de casquettes, et je vais en citer quelques-unes dans le désordre. Il est historien, il est traducteur, il a été longtemps bibliothécaire, il a été conseiller culturel à Lima, ça tout le monde s'en souvient, de longues années. Je voudrais rappeler qu'il a aussi été, parce qu'on ne le dit pas toujours assez peut-être, avec Elias Sambar, le directeur, l'animateur de la revue d'études palestiniennes depuis le début des années 80, c'est-à-dire depuis sa création. J'ose dire que la Palestine a été pour nous, notre génération, la grande cause politique. Là, je dis nous, voilà. Et que peut-être pour lui, mais on en parlera peut-être à la fin, si tu le souhaites. Aujourd'hui, la principale obsession, je crois que c'est une expression que tu as employée dans un entretien, ta principale obsession est évidemment devenue la Syrie. Et on y reviendra peut-être à la fin. Mais on est donc d'abord là pour commémorer la création des éditions Sinbad. Alors je vais du coup passer à une première question qui va peut-être faire le lien avec ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que les éditions de Sinbad ont été fondées en 1972 par Pierre Bernard. Et la première chose que je voulais te demander, rapidement, comme tu voudras, c'est si tu peux nous rappeler qui était Pierre Bernard en quelques mots, comment tu l'as connu, quels souvenirs tu gardes de lui, et surtout quel a été son apport. Okay. Voilà, si tu veux bien commencer par ça. Merci, et bonsoir tout le monde. Les éditions Sinbad ont été créées donc en 1972 par un jeune typographe, Pierre Bernard, qui avait vécu douloureusement la guerre d'Algérie et qui a décidé à un moment de s'occuper, de montrer un peu au public français ce qu'était la littérature arabe contemporaine surtout, mais aussi de revenir sur le patrimoine littéraire du monde arabe. À l'époque, en 1972, il y avait très très peu de traductions de l'arabe en français, de littérature contemporaine. Peut-être en tout une dizaine de titres parus au cours des années 50 dans une petite maison d'édition, sous une forme très peu élégante et qui n'a pas eu grand succès. Ça s'appelait les Nouvelles Éditions Latines, si je me rappelle bien. Et il y avait des traductions du patrimoine littéraire arabe, surtout dans des milieux universitaires. L'orientalisme français, comme l'orientalisme d'autres pays européens, était toujours prospère. Et ces orientalistes traduisaient parfois des textes de littérature profane ou mystique, surtout. Alors, lui, il a lancé en 1970, avant même de créer Sinbad,
il a une collection dans une petite maison d'édition qui s'appelait Jérôme Martineau. Il a fait traduire Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz, le grand romancier égyptien, qui va avoir plus tard, 18 ans plus tard, le prix Nobel de littérature en 1988. Et ce livre-là, qui s'appelait, comment il l'appelait, Passage des miracles. Passage des miracles. Passage des miracles. Zuqaq al-Midaq en arabe, a eu un grand succès et il a été réédité plusieurs fois plus tard et il a publié lui-même d'autres livres de Mahfouz dans les années 70. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a eu la main heureuse, si je puis dire, parce qu'il était aidé par deux grands arabisants de l'époque, qui sont Jacques Berck et André Miquel, deux professeurs au Collège de France, qui l'ont aidé, qui l'ont guidé, parce qu'il ne parlait pas l'arabe, lui, et qui l'ont guidé vers les bons livres, disons, vers les noms qu'il faut connaître. Donc, que ce soit un auteur soudanais comme Taïeb Saleh, un auteur marocain comme Khatibi, Abdelkabir Khatibi, etc. C'est-à-dire, il a été bien conseillé, et surtout, un peu plus tard, par l'auteur tunisien Abdelwahab Meddeb, le poète et romancier tunisien Abdelwahab. Là, c'est disparu il y a quelques années, et qui l'a beaucoup aidé aussi, et qui l'a conseillé. Si bien qu'en l'espace de 20 ans exactement, jusqu'à 1992, il avait publié 164 titres concernant le monde arabe, l'islam en général, surtout l'islam, je dirais, l'islam spirituel et mystique, c'est-à-dire en dehors de toute préoccupation politique immédiate, etc. Et donc il a traduit les plus grands auteurs mystiques arabes et persans. Hallaj, par exemple, qui était déjà connu, mais dans un milieu universitaire. Là, il s'est ouvert à autre chose. Rumi aussi, etc. Il a et beaucoup d'essais, y compris des essais politiques. Bon. Sur ces 164 titres, il y a des ouvrages d'actualité qui ont évidemment vieilli et qui n'ont plus été réédités, mais il y a des livres qui restent vivants jusqu'à maintenant. Et heureusement, cette maison d'édition si Bernard a arrêté en 92, c'est qu'il a eu une crise financière, et puis lui-même est tombé malade et il est mort en 95. C'est là qu'Actes Sud, qui prenait son élan, a racheté Sinbad en promettant de faire vivre cette maison d'édition, c'est-à-dire de continuer de poursuivre les collections lancées par Pierre Bernard, littérature contemporaine, littérature classique, hommes et sociétés, études sur les sociétés contemporaines et sur la littérature contemporaine. Et puis, s'élargir aussi à d'autres domaines. Donc, on a lancé une collection turque, une collection de livres gastronomiques, etc. Voilà. Actes Sud, et comme j'ai dit, prenait son élan à l'époque, était devenu déjà une maison d'édition connue pour son intérêt pour les littératures étrangères, notamment des littératures qui connaissaient peu de traductions en langue française, des littératures nordiques du nord de l'Europe, le suédois, le norvégien, le finnois, l'islandais, etc. Mais aussi de l'Extrême-Orient, le coréen, le vietnamien. Et, entre autres, la littérature arabe est devenue une sorte de locomotive un peu de ces littératures étrangères, parce qu'on traduisait plus de l'arabe que de ces autres langues. Cela a marché très très bien pendant des années. Je crois que jusqu'à 2007, 2008, 2010 peut-être, la situation était bonne. Bonne, c'est-à-dire qu'on arrivait à vendre d'un roman arabe traduit 5 000, 6 000 exemplaires, parfois plus. Hier, je voyais que le chiffre d'un roman d'Elias Khouri, qui s'appelle La Porte du Soleil, on avait vendu 18 500 exemplaires. Quoi. Donc c'était déjà un chiffre très remarquable. Ou des livres de l'écrivaine libanaise Hanan Sheikh aussi. Femme de sable et de myrrhe. Mais
les choses ont commencé à se détériorer après, peu à peu. Et maintenant, la situation, je dois le dire, n'est pas très bonne. N'est pas très bonne pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un recul général des littératures étrangères traduites. C'est-à-dire, y compris les grands noms de la littérature américaine, par exemple. Bon, un auteur qui vendait 100 000 exemplaires, bon, il vend 60 000. Je veux dire, c'est une perte de 40 000 exemplaires pour l'éditeur. Et ben, ça reste très honorable, 40 000 exemplaires, mais ce n'est pas les 100 000 qu'il avait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'arrive. Les économistes de l'édition essayent d'analyser la situation. J'ai lu, par exemple, dans le dernier rapport du syndicat de l'édition sur les chiffres de l'an 2022, que concernant les traductions des langues étrangères vers le français, toujours l'anglais et l'américain occupent la première place. 60% des traductions sont faites à partir de l'anglais. Deuxième langue, ce que personne n'imagine, est le japonais. On traduit 19% des traductions sont du japonais, et puis on tombe à 4% pour l'italien et l'allemand, et à 3% seulement pour l'espagnol. L'espagnol, qui est d'abord la deuxième langue dans le monde, et il y a l'Amérique latine, à part le Brésil, bon, et c'est une littérature qui était très prospère et très connue et très populaire, avec de très grands noms, de grands Nobel, etc. 3% seulement. Et puis quand on va vers... Et puis donc il y a 11%, une fois qu'on a aimé ça, pour toutes les autres langues du monde. Et dans ces autres langues du monde, l'arabe, le chinois, sont à 0,5%. 0,5%, y compris le chinois. Bon, la Chine, bon. Et l'Inde, quand c'est pas de langue traduite de l'anglais, il n'y a pratiquement rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de littérature traduite de bengali, du hindi, de l'ourdou, etc. Du tout. Bon, là, c'est la moitié de l'humanité, je veux dire, la Chine et l'Inde. Bon. Donc, il y a un recul réel de l'intérêt pour les littératures d'une grande partie du monde. Et entre parenthèses, ce qui justifie, ce qui explique les 19% de littérature japonaise, ce n'est pas seulement des romans et tout ça, c'est essentiellement des mangas. C'est-à-dire sur ces 19 000, il y a peut-être 17% de mangas. Bon, parce que les jeunes sont du manga, il y a des jeunes on me dit qu'ils lisent 3 mangas par semaine, et c'est ça qui fait vendre aujourd'hui. Deuxièmement, il y a un déplacement aussi apparemment de l'intérêt général des Français vers par exemple, les livres qui concernent la santé, le développement personnel. Bon, et moi, je sais, par exemple, que chez Actes Sud, quand ils ont voulu arranger un peu, redresser la barre, après un succès faramineux d'un livre sur l'histoire des intestins, l'histoire intime des intestins d'une autrice allemande qui a eu un grand succès, bon, ils ont lancé une collection santé aussi, en pensant que cela va équilibrer aussi les pertes en littérature. Bon. Il y a quelque chose qui se passe. Tout le monde me dit, les libraires que je connais, le développement personnel, bon, moi je ne peux pas faire des livres de développement personnel, mais que c'est quelque chose qui est un souci réel des Français aujourd'hui. Tu devrais faire islam et développement personnel. Il paraît qu'en Égypte, ça marche du tonnerre de Dieu. Oui, oui. Et bon, il y a ça. Il y a aussi, je crois bien sûr que pour ce qui concerne le monde arabe, il y a une réticence qui s'explique par, bon, vous savez, les attentats terroristes, l'image que cela a laissé dans le public, etc. On fait en sorte que beaucoup de libraires, bon, ne veulent pas s'intéresser à cette région du monde. Il y a beaucoup de gens à qui je demandais, écoutez, vous voyez à la télé, c'était pendant les révoltes arabes à partir de 2011,
à partir de la Tunisie, il y avait beaucoup de choses à la télé tous les jours, etc., etc. Oui, mais est-ce que cela n'excite pas l'intérêt pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, d'où ça vient? Et moi, je crois que la littérature vous permet de connaître les sociétés, l'âme des gens, beaucoup plus que des essais politiques parfois. Vous disiez, un roman d'amour qui se passe en Égypte, vous pouvez comprendre un peu la personnalité égyptienne beaucoup plus qu'en lisant seulement des livres qui expliquent les méfaits du président Moubarak. Bon. Mais il y a comme une sorte de... On n'en veut plus, c'est-à-dire comme si c'est une région maudite du monde. On ne veut pas s'intéresser à cette région du monde. Il n'y a que des problèmes qui viennent de là. La question palestinienne s'est éternisée et on ne sait pas où on va. Tout est bloqué. La Syrie, la révolution s'est transformée en un massacre épouvantable avec 500 000 morts et la moitié de la population qui est partie. La question des réfugiés, réfugiés égale immigration, et immigration, on sait que c'est l'un des grands soucis des gens, etc. Donc, alors que c'est des questions au centre des préoccupations des Français, mais en même temps, on ne veut pas s'approcher beaucoup de ça parce que ça brûle les doigts, parce que c'est une région qui nous... Rien de bien nous vient de cette région, si vous voulez, à l'heure actuelle. C'est soit des régimes despotiques, prédateurs, soit un islam djihadiste, assassin, bon. Et là, cette revendication démocratique, moderne, laïque aussi de la plupart des jeunes dans toutes ces régions du Maroc jusqu'à l'Irak, bon, on la marginalise, on l'occulte, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Parce qu'elle n'est pas sur le devant de la scène. Sur le devant de la scène, on voit le djihadiste barbu et on voit le chef d'État prédateur, assassin. Bon, vous voyez maintenant, bon, on parle à la télé par exemple du Soudan. Il se fait que j'ai republié un livre phare de la littérature arabe qui a été écrit par un Soudanais, qui s'intitule Saison de la migration vers le Nord. Bon. Et un autre roman d'un auteur contemporain, Hamour Ziadeh, Les Noyés du Nil, qui est une dénonciation terrible sur l'état des anciens esclaves au Soudan. Bon. Mais ça, à la télé ou à la radio, on parle de la guerre civile déclenchée par deux généraux félons soudanais qui sont en train de détruire Khartoum, leur capitale, le truc, en se bagarrant pour le pouvoir. Et personne ne s'intéresse à ces auteurs qui vous parlent. C'est-à-dire qu'ils parlent aux lecteurs contemporains, qu'ils soient français, anglais, allemands, américains, russes. C'est-à-dire c'est une littérature contemporaine qui est... De quoi parle la littérature? Cette littérature, bon, de la vie, de la mort, de l'amour, de la sexualité, c'est-à-dire que des choses, les intérêts de toute littérature dans le monde. Ce n'est pas une littérature exotique ou étrangère aux soucis quotidiens. Mais il y a cette distance, elle est gardée à distance parce qu'elle vient de cette région du monde qui est aujourd'hui, hélas, dans l'état lamentable que nous connaissons. Alors, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Moi, j'ai été obligé de réduire peu à peu le nombre de romans que je donne à traduire. Il y a eu un moment où je faisais 12 romans par an, et puis on a réduit ça à 8, et cette année, il n'y aura que 4 en 2023. Il n'y aura que 4. Mais en 2022, il y en avait une dizaine, si j'ai bien compté. 4 romans, c'est très peu. Mais l'année dernière, il y en avait plus que ça. Il y avait 6. Je croyais qu'il y en avait 10. 5 ou 6, pas beaucoup plus, parce que on a... Et pourquoi on a fait ça? C'est-à-dire, moi, je comprends le souci de la direction de la maison d'édition. Bon, vous savez, par exemple, là, maintenant, à partir d'août, il va y avoir 500 romans qui vont être lancés sur le marché. Entre août et septembre, 500 romans. Bon. Et moi, j'avais un roman, je voulais lancer un roman, et puis quand on m'a dit non, surtout pas. Il va être noyé, personne ne va le voir.
en librairie, dans les librairies qui sont submergées de romans français et étrangers qui sont traduits de toutes les langues, y compris des langues européennes les plus proches, l'italien, l'espagnol, l'allemand, etc. Qui va s'intéresser à ton roman? Ne le fais pas. Et on va l'ajourner à octobre où il y aura moins de publications. Bon. Alors maintenant, sur ces 500 romans, combien de romans vont être cités par la presse? Impossible. Dans le supplément, par exemple, du Monde, en 2 mois, ils ont 8 numéros, n'est-ce pas? Combien de romans peuvent-ils parler dans chaque numéro? De 10, alors voici 80 romans, et le reste, et les 400 autres qui ont été publiés, alors ils vont passer complètement à la trappe comme ça. Et puis 2 mois ou 3 mois ou 6 mois après, ils vont être au pilon. C'est ce qui se passe chaque année. Parce qu'il y a une surproduction du roman. Et puis chaque mois, des grandes maisons d'édition lancent sur le marché 30-40 bouquins. Gallimard fait une 40 ou 45, Le Seuil 35 ou 40, Actes Sud est à 36, je crois, cette année. Bon. Quand il y a un représentant qui va dans une petite librairie, bon, là on est dans la librairie exceptionnelle, mais quand il va dans une petite librairie, il n'a pas de place, c'est-à-dire il y a les livres qui sont arrivés au mois de janvier. Quand vont venir les livres de février, vont chasser les livres de janvier, et ceux de mars, les livres de février, et ainsi de suite. On garde les quelques livres qui ont été bien vendus, les best-sellers, les livres qui ont eu les éloges de la presse et tout. Mais, et le reste, bon. Donc, avec ça, on a décidé de dire non, on va faire 3-4 bouquins, mais sur lesquels on va insister, essayer de faire comprendre qu'ils ont quelque chose à dire aux gens d'aujourd'hui, etc. Et c'est ce que j'ai pu cette année avec jusqu'à maintenant 3 romans. Un qui a eu une très bonne presse, qui s'intitule Sur le méridien de Greenwich, et qui est un livre très drôle. D'ailleurs, on le lit avec grand plaisir. On rit et on sourit du début jusqu'à la fin. Bon, écrit par un Égyptien qui vit à Londres et qui raconte l'histoire d'un réfugié syrien qui meurt et on ne sait pas comment l'enterrer. Enfin, toute une histoire. Alors, quand il y a une question d'enterrement, il s'agit d'enterrement, mais ça devient de l'humour noir du début jusqu'à la fin, quoi. Et ça a été très bien, on a très bien parlé dans la presse du roman. Et puis après, le roman d'un auteur couétien qui raconte l'histoire d'une famille couétienne très riche, très aisée, avec la crise de la soixantaine du père qui tombe amoureux d'une employée chez lui d'origine iranienne, et puis son problème avec son fils qui devient djihadiste, qui a été sous la coupe d'un prédicateur méchant, et voilà. Bon, un roman qui finit en thriller, et qui est très très bien fait. Mais vraiment, il raconte ça avec un vrai talent de conteur. Nous l'avons traduit sous le titre Les Portes du Paradis. Je crois qu'il est là. Et ça a l'air de marcher. Il y a un petit frémissement. Et j'espère qu'en octobre, nous aurons le grand livre d'Elias Khoury, cet auteur libanais, un grand roman palestinien d'Elias Khoury. Elias Khoury qui a vendu justement de La Porte du Soleil les 18 500 exemplaires dont j'ai parlé. Voilà, j'arrête si tu veux. Non, je veux pas, je te remercie beaucoup, mais c'est un véritable exposé. C'est passionnant de t'écouter. Directement passer la parole à Samir pour la question suivante, parce qu'il a déjà dit beaucoup de choses. Bon. Non, alors, parce que je crois qu'il a répondu. Non, tu as répondu. Non, je voulais juste te demander... Alors, si vous regardez la table là, vous allez voir que je m'intéresse beaucoup à la poésie. Et c'est vrai que la poésie a été toujours considérée, on disait que la poésie était le registre des Arabes dans l'histoire ancienne, depuis la période pré-islamique, c'est-à-dire parce que c'est une poésie qui remonte au 7e siècle, 6e, 7e siècle. Bon. Et elle est écrite dans la même langue arabe d'aujourd'hui. Bien sûr, la langue s'est beaucoup transformée. Mais il y a des poèmes dits
à cette période préislamique qu'on peut lire aujourd'hui et comprendre. C'est-à-dire, quelqu'un qui connaît l'arabe aujourd'hui, il peut comprendre un vers d'un poète du VIe siècle, ce qui est quelque chose d'assez rare. Bon, la langue arabe classique, cette langue-là, a été conservée grâce au Coran, bien sûr, essentiellement, mais aussi par cet intérêt extraordinaire qu'avaient les Arabes traditionnellement pour la poésie. Alors, cette poésie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est une poésie très, comment dire, qui reste d'actualité aussi parce que dans cette poésie, la chose principale, le thème principal est l'amour, bien sûr. Bon. Et l'amour tout court, l'amour courtois, l'amour sensuel et l'amour mystique. Bon. Et justement, j'aime beaucoup un livre c'est l'un de mes livres préférés, qui s'appelle Les Arabes et l'amour, traduit par André Miquel, qui nous a quittés il y a 3 mois, qui était un grand arabisant et qui était un spécialiste de cette littérature. C'est-à-dire, il s'est intéressé à Tristan et Iseut, en traduisant par exemple le livret de Wagner, de l'opéra de Wagner, en écrivant un livre sur la légende de Tristan, en retraduisant en vers rimés une vieille traduction de Tristan et Iseut, et sur Majnun Layla, qui est le poète arabe du début de l'islam, qui est tombé amoureux de sa cousine et qui a erré dans le désert parce qu'il n'a pas pu s'approcher d'elle. Il a été interdit, c'était un amour interdit, et qui est devenu un peu le symbole de l'amour courtois chez les troubadours, y compris en Espagne musulmane et en Provence. Et vous vous rappelez peut-être que Aragon a écrit un très grand poème de 500 pages qui s'appelle Le Fou d'Elsa, s'inspirant de la légende du fou de Layla, qui est ce poète arabe du début de... Bon, c'est l'un des grands livres de poésie du XXe siècle en France qui est apparu, je crois, en 1960. Bon, le fou d'Elsa. Voilà. Donc, voilà, je me suis donc intéressé beaucoup à cette poésie arabe médiévale, mais aussi à la poésie contemporaine, qui a connu une véritable révolution à partir du début des années 50. Et nous sommes surtout intéressés au poète palestinien Mahmoud Darwish. Pratiquement toute l'œuvre de Darwish a été traduite en français par mon ami Elias Sambar, et j'ai participé à 2 traductions, et puis... tu as traduit aussi Une mémoire pour l'oubli. Hein? Tu as traduit Une mémoire pour l'oubli avec Gonzalez. Oui, absolument, voilà. Absolument, le récit. Voilà, qui s'appelle Présente absence. Voilà. Et ce qui est assez réjouissant, c'est que la poésie de Darwish a eu un grand succès. Alors, c'est quelque chose qui est assez étonnant, que jusqu'à maintenant, on reçoit régulièrement, chaque mois, des demandes pour sa mise en musique, pour théâtralisation d'un poème, pour des récitals, puisqu'il a Actes Sud a les droits après la mort de Darwish, a toujours une partie des droits sur des traductions. Et à chaque moment, là maintenant, dans l'exposition qu'il y a à Liman autour de la Palestine, il y a une petite salle consacrée à Darwish. Nous avons réédité toute son œuvre, ou réimprimer toute son œuvre. Et quand je vous dis qu'il a... ces ouvrages sont vendus à 8 000, 9 000, 10 000 exemplaires chez Actes Sud, de même que l'anthologie chez Gallimard. Et moi, j'ai préparé une édition bilingue dans l'édition de poche Babel, qui a dépassé les 22 000 exemplaires l'année dernière. À la fin de l'an 2022, il avait dépassé les 22 000 exemplaires. Ce qui est un chiffre absolument étonnant et unique pour la poésie. Vous savez, malheureusement, la poésie ne se vend plus comme avant.
à part la collection Poésie chez Gallimard, parce que c'est que les grands noms de la poésie et en format de poche. Mais donc, il y a un nouveau titre qui paraît, c'est imprimé à 1000 exemplaires déjà. Et pour les jeunes poètes, maintenant, on imprime à 200, 300 exemplaires, souvent à compte d'auteur. Et l'auteur est obligé d'acheter 100 exemplaires pour offrir à ses amis, etc. Et ça ne se vend que quand il y a des récitals, quoi. Bon, donc c'est l'un des succès, je veux dire, des éditions Sinbad et Actes Sud de langue arabe, cette série poétique qu'on a lancée. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu procèdes? Tu dois recevoir, parce que là, tu as parlé de romans, tu as dit que vous allez publier 4 romans, mais j'imagine que tu reçois des dizaines et des dizaines. C'est pareil pour les recueils de poésie, c'est pareil pour les essais. Alors, quel est le secret? Quel est le secret du métier, si tu veux bien le livrer? Oui, alors, j'ai parlé de surproduction du roman en France et dans le monde, mais il y a une surproduction aussi dans le monde arabe. Depuis des années, dans le temps, on disait que la poésie était le registre des arabes. Maintenant, c'est le roman qui est le registre des arabes. Il n'y a pas de doute. Dans chaque pays arabe, du Maroc jusqu'aux Émirats, bon, il y a chaque année dans chaque pays, des dizaines de romans qui se publient. Là, j'étais au salon du livre de Rabat, il y a quelques jours, et j'ai vu qu'il y avait l'année dernière, en 2022, 70 romans marocains écrits en arabe, en dehors des romans écrits en français, parce qu'il y a une littérature francophone, marocaine, algérienne, tunisienne, qu'on connaît, quoi. Bon. Mais en dehors de cette littérature francophone, il y avait 70 romans en langue arabe. En Algérie, pareil. Et en Égypte, alors s'il y a 70 au Maroc, il y a 400 en Égypte. Bon. Et ainsi de suite, dans chaque pays arabe. J'ai vu qu'il y a eu plus de 350 romans syriens publiés depuis 2011, depuis le déclenchement de la Révolution. Donc dans cette masse, bon, il faut choisir, et le choix est très très difficile. Et d'autant plus difficile que malheureusement, les grands éditeurs français ne font rien pour traduire, pour sélectionner, pour traduire de la littérature arabe. Chez Gallimard, il y a un roman peut-être tous les 2 ans. Le Seuil avait une collection très belle qu'il a arrêtée. Après avoir publié 6-7 romans, il a arrêté. J'ai pas compris pourquoi. Est-ce que c'est par mévente? Est-ce que parce que le directeur devait quitter, ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il n'y a plus rien. Donc c'est Actes Sud qui portait un peu cette littérature. Et aujourd'hui, avec 4 romans, vous imaginez à quel point c'est difficile, surtout qu'il y a des auteurs qui reviennent. Il y a un auteur qu'on a bien vendu dans le temps, etc., qui nous donne un roman. Il va être l'un des 4. Bon. Donc ça fait qu'on a moins de nouveaux noms qui peuvent être intégrés dans le catalogue régulièrement. Et cela est très douloureux pour moi, bien sûr. Et je reçois des demandes, et j'explique aux gens que je ne peux pas. Je ne peux pas essayer d'aller vers des éditeurs, essayer de les convaincre. Bon, je ne sais pas comment on va faire. Alors, comment je prends connaissance de ces livres? D'abord, les éditeurs m'envoient régulièrement des livres. Les écrivains eux-mêmes m'envoient leurs livres. Même parfois des manuscrits de livres qui n'ont pas été encore publiés en arabe, mais enfin, qui sont encore en manuscrit. Est-ce que tu penses possible de traduire en français? Et je crois, tu vas me dire si je me trompe, que les auteurs arabes gardent leurs droits, c'est ça? Oui. Et donc c'est un système différent du système français. Oui, c'est-à-dire, mais ça change un peu. Oui. Dans le temps, c'était les auteurs qui gardaient leurs droits. Maintenant, il y a beaucoup qui demandent à leurs éditeurs de s'occuper de la vente des droits, parce que justement, il y a eu le phénomène des prix littéraires dans le monde arabe depuis quelques années, et des prix littéraires extrêmement généreux, et qui ne ressemblent pas aux prix littéraires français. Je veux dire, quelqu'un qui a le Goncourt, il n'a pas d'argent, on dit qu'il a le Goncourt, et c'est les ventes qui sont à 300 000 exemplaires, à 400 000 exemplaires, qui le font gagner de l'argent.
dans le monde arabe, ça se passait d'une autre manière. C'est que l'auteur a une somme d'argent conséquente. Alors, il y a eu un prix qu'on a appelé le Booker Prize, à la manière britannique, où les gens qui ont sélectionné, les 6 qui sont sélectionnés sur une shortlist, sur une liste courte, avaient chacun 10 000 $, et puis le lauréat, a 50 000 $ en plus. Et là, on trouvait que c'était très généreux, bien entendu. Quand il y a eu une surenchère de la part d'une autre institution, le prix du Cheikh Zayed aux Émirats, qui offre, écoutez, 7 fois 200 000 $. 200 000 $ pour le meilleur roman, 200 000 $ pour le meilleur livre jeunesse, 200 000 $ pour le meilleur critique littéraire, etc. Mais ce qui a rendu, bien sûr, les éditeurs et les écrivains, très... c'est alléchant, quoi. Avec 200 000 $, quelqu'un dans un pays arabe peut vivre toute sa vie, quoi. Bon, il peut arrêter de travailler et vivre de ça, et ne faire qu'écrire, quoi. Donc, bien sûr, et les éditeurs ont commencé à demander, à être eux les représentants des auteurs. À être eux les représentants des auteurs et avoir même une part du prix, un pourcentage du prix si l'auteur a le prix. Donc c'est les éditeurs qui présentent les romans au jury et cela aussi a fait que l'auteur n'avait plus ses droits lui-même. Et troisièmement, il y a maintenant des auteurs qui sont les plus connus, qui ont des agents littéraires. Donc ils vont, je sais pas, Alal Aswani par exemple, que vous connaissez le nom, l'auteur de L'immeuble Yacoubian, qui a été un best-seller chez Actes Sud, avec près de 300 000 exemplaires vendus. Alors Alal Aswani, bien sûr, est à l'une des plus grandes agences internationales, et ses droits il vend ses droits très très cher, quoi, parce que on compte, c'est-à-dire il a des avances importantes, disons, mais parce qu'on s'attend à des ventes importantes aussi. Voilà. Donc, on est un peu informé par des éditeurs, par des auteurs eux-mêmes, par des jurys des prix, puisque je sais qu'il y a 200 romans qui ont été présentés pour le prix Booker, par exemple, ou pour le prix de la nouvelle, etc. Et on a les listes, et puis il y a les sélections, la longue liste de 12 romans. Donc, on les lit d'habitude parce qu'on veut savoir, on considère que c'est les meilleurs publiés dans l'année. Ce n'est pas toujours le cas, mais enfin bon. En tout cas, c'est indicatif. Et puis la shortlist, et puis le lauréat. Et il y a de petits éditeurs en France qui, quand ils entendent parler de quelqu'un qui a eu le prix Booker Prize, bon, achètent les droits. Ça s'est passé il y a 2 ans, 3 ans, avec une Omanaise qui a eu le Booker. Jouhal Harithi, bon, qui a eu le Booker britannique, ce qui était bon. Alors il y a un éditeur qui a édité, mais malheureusement ça n'a eu aucun succès. C'est-à-dire, elle n'a même pas eu une note de lecture dans la presse littéraire française, malheureusement. Oui, moi je voulais revenir sur un point un peu technique, parce que j'ai lu dans un entretien que tu te faisais un peu l'apôtre d'une idée qui se discute peut-être, qui est celle par la littérature bien sûr, d'un champ culturel arabe unique, ce qui n'est pas partagé, si je comprends bien, par tout le monde. Est-ce que tu pourrais peut-être développer un petit peu ça? Ça me paraît intéressant. Justement, on assiste depuis maintenant les années 80 peut-être, même un peu avant, à la création progressive d'un champ culturel qui regroupe un peu le monde arabe. Bon, ce qui est paradoxal, c'est que cela se passe au moment où le monde arabe s'atomisait, au moment où il connaissait les crises les plus graves de son histoire, au moment où il y a des guerres civiles, des luttes d'influence entre différents pays, et où aussi il y a des pays où il y a des crises profondes, je veux dire, des crises morales, je dirais. C'est-à-dire avec ce qu'on a appelé la réislamisation dans ces pays, il y a eu des dislocations dans les sociétés. C'est-à-dire dans chaque pays arabe, il y a 2 sociétés. Il y a vraiment 2 sociétés. Il y a une société qui est très religieuse, bon, rigoriste, etc.,
Et en son sein se développent les tendances les plus extrémistes. Et puis il y a une société moderne, ouverte, etc., bon, qui est occidentalisée dans sa vie quotidienne, etc. Et durant cette période où donc il y a eu ces crises internes sociales très profondes, il y a eu aussi cette unification d'un champ culturel. C'est-à-dire que quand il y a un roman marocain qui est publié, il peut être lu et commenté et tout ça au Caire ou à Beyrouth. Et il y a beaucoup d'auteurs d'ailleurs qui publient le même livre dans 3 capitales différentes. C'est-à-dire vous avez un livre là qui est publié à Casablanca, au Caire et à Beyrouth. Bon, donc, d'un auteur marocain ou d'un auteur libanais, c'est la même chose. Ça, c'est pour la littérature et pour la culture des élites, disons. Les élites, y compris aussi dans les débats culturels, dans les débats philosophiques, dans les débats sur politique, etc. Mais aussi, il y a eu une unification de ce champ culturel dans la culture populaire. Dans le temps, le chanteur célèbre dans le monde arabe, ou la chanteuse célèbre, c'est Kulthum, l'égyptienne, bon, qu'on aime au Maroc et qu'on aime en Arabie et qu'on aime en Syrie, etc. Bon. Mais il y a un moment où le raï algérien, par exemple, était apprécié en Palestine ou en Jordanie. Un chanteur tunisien, je me rappelle, Lutfi Bouchnak, a été en Orient, il a eu 50 000 personnes dans la rue. Bon. Donc il y a un changement aussi dans le goût. Les séries télévisées, des séries télévisées turques, traduites en arabe, dans le dialecte de Damas. OK ? Et je me suis rendu compte maintenant au Maroc, qu'en parlant avec mon dialecte syrien, que tout le monde me comprenait. Parce que, justement, les gens, dans le public populaire, on a vu ces séries télévisées turques traduites en arabe dialectal de Damas. Et bon, il y a quelque chose de réel. Alors qu'il y a une crise politique abominable, que les Arabes se détestent entre eux, que tout ça, mais il y a ce champ culturel réel, aussi bien pour les élites. Bon, quand il y a un colloque autour d'une question, l'évolution de la langue arabe aujourd'hui, etc., un colloque qui se tient à Doha, au Qatar, bon, ceux qui participent, c'est des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Syriens, des Libanais, des Palestiniens, etc. C'est-à-dire et qui ont les mêmes soucis, disons, à la fois politiques, culturels, les mêmes soucis religieux aujourd'hui. Bon, comment s'en sortir de cette catastrophe dans laquelle on est, etc. Voilà. Merci. Comme vous voyez, Farouk est un conteur extraordinaire. Hein. C'est pas seulement monsieur littérature arabe en France, mais c'est aussi un conteur. Et donc, du coup, on a oublié nos questions. Mais je voudrais quand même, pour terminer, avant de donner la parole à la salle, quand même, que Samir, peut-être, et toi, puissiez parler un petit peu de peut-être une dernière question, Syrie, après c'est la voilà, salle, oui. Hein, je sais pas. Alors, voilà, bon, une dernière question. Je pense que... Alors, la question est toute simple. Comment la révolution syrienne a bouleversé le champ artistique en Syrie, y compris la littérature et surtout la littérature, la poésie, etc. Quelle est ta perception que... bon, je ne suis pas spécialiste, mais moi j'ai ressenti comme une libération aussi de la littérature, comme si la poésie s'est libérée, oui, que l'art plastique s'est libéré, etc. Oui. Alors, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire, il faut savoir que dans un pays, la Syrie est un cas extrême. Mais l'Irak était comme ça, la Libye était comme ça. Ce sont les 3 pays où il y a eu des dictatures d'abord qui ont duré très longtemps et qui ont été très très dures. Bon, avec... alors, en Syrie, depuis 1963, il y a une loi d'exception qui était en vigueur. Cette loi d'exception permet de contrôler le courrier, de censurer les livres, de censurer les films, la musique, etc., de contrôler les communications téléphoniques et tout. Et cela a duré en principe, jusqu'à 2012, quand Bachar, sous la contestation, a été obligé
de la lever, mais c'était pire. C'était pour commettre les massacres les plus abominables. Bon. Et donc, il y avait une censure sur la littérature, une censure très dure. Si j'écris un livre de littérature, disons un roman, je dois le soumettre à l'Union des écrivains syriens, qui est contrôlée par le parti au pouvoir. Il y a le parti Baas qui est au pouvoir, et le parti Baas, selon la Constitution, est le dirigeant de la société et de l'État. Donc, on l'envoie à l'Union des écrivains, qui dit s'il peut être publié, s'il peut être imprimé ou non. Tout cela, c'est de la censure préalable, je veux dire, avant que le livre ne soit imprimé. Si c'est un livre politique, il va à une commission du parti Baas qui décide. Si c'est un livre qui traite de religion, il doit aller au ministère des Affaires religieuses, qui est contrôlé par le parti aussi, et qui décide si le livre peut être publié ou non. Donc, il y a déjà une raréfaction des livres qui peuvent être publiés et une censure préalable. Mais il y a aussi... alors, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'auteurs syriens essayaient de publier leurs livres, surtout à Beyrouth, au Liban, où il n'y a pas de censure sur les livres. Bon. Mais ces livres-là sont interdits à la circulation dans le pays. C'est-à-dire ils peuvent être publiés au Liban, mais ils ne peuvent pas être lus dans le pays. Bon. Ensuite, il y a des livres qui parfois échappent. À un moment donné, il y a eu un très grand monsieur qui s'appelle Antoine Makdissi, et qui était un libéral, etc., qui était au ministère de la Culture, pas le ministre, mais enfin directeur du livre, et qui a permis la traduction et la publication de certains romans à la limite du permis, quoi. Bon. Alors, une fois que les livres ont été imprimés et ont été lancés sur le marché, tout de suite, la censure était revenue pour les retirer de la circulation. C'est-à-dire, il y avait une censure vraiment très dure. Après 2011, c'était un bouleversement, etc. Ce n'est pas en Syrie que les gens ont pu publier, mais en dehors de la Syrie. Et il y a eu un phénomène d'ailleurs décrit, très bien décrit par notre ami Ziad Majed dans son livre qui s'appelle « La Syrie et la révolution orpheline », publié chez Actes Sud. Et il a montré comment tous ces gens qui sont partis, qui sont sortis, une explosion de créativité, à la fois littéraire, artistique, dans le domaine du cinéma, etc. Un nombre incalculable, voilà, de films documentaires surtout, mais aussi de fiction. Chez les réfugiés syriens en Allemagne, par exemple, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de réfugiés syriens, puisqu'il y a 1 million en Allemagne. Bon, mais où il y a maintenant une société littéraire, artistique syrienne, productive, qui travaille en osmose avec les Allemands, avec les hommes de lettres, les artistes allemands, etc., et qui produisent de très belles choses. D'ailleurs, on voit parfois des films comme ça sur Arte, par exemple, de temps à autre, qui sont... Et ici, même en France, il y a eu des choses très remarquables faites par des cinéastes, par des écrivains syriens, par des poètes, poétesses, beaucoup de filles, beaucoup de femmes. Ça c'est un phénomène aussi, j'ai oublié d'en parler, c'est l'explosion de la littérature féminine dans le monde arabe. Bon, je crois que l'une des choses les plus intéressantes, moi je dis toujours que les phénomènes intéressants sont, un, que le roman est devenu le principal genre littéraire, deuxièmement qu'il s'est étendu à l'ensemble du monde arabe avec la même intensité, troisièmement qu'il a dépassé tous les tabous, qu'il a transgressé les tabous religieux, politiques, sexuels, alors qu'avant il y avait ce triangle qui étouffait la littérature. Et puis là, bon, ça a explosé complètement. Et les censures sont devenues inopérantes sur ce point, parce qu'il y a Internet, c'est-à-dire un auteur qui lui-même se pirate et met son livre sur Internet en format de PDF, et il peut être lu partout. Et comme ça, il n'a pas, quand il passe le livre, il s'est imprimé à Beyrouth, un auteur égyptien qui ne peut pas publier au Caire,
Il publiait à Beyrouth, mais son livre est sur Internet et un lecteur égyptien peut le lire en toute liberté. Donc il y a eu cette aussi marginalisation de la censure maintenant. Et quatrièmement, il y a la littérature féminine. La littérature féminine, chaque année, on le voit dans les listes des prix, par exemple, que presque la moitié des noms retenus sont des noms de femmes. Bon, et c'est quelque chose, bien sûr, de très réjouissant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous avez pu entendre une rencontre avec Farouk Mardambe, directeur des éditions Sinbad, à la librairie Ombre Blanche, vendredi 16 juin 2023, réalisée et mise en onde par Radio Radio, en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.